Et si l'État français allait à l'encontre de la volonté des Français et des Françaises en matière de politique environnementale? C'est en tout cas ce que déplore le réseau Action Climat dans un rapport publié en juin 2025. Il dénonce la procrastination et un ensemble de reculs en matière de politique environnementale de la part des décideurs. Ce dernier relève un total de 43 reculs entre janvier 2025 et juin 2025. Parmi ces reculs, il liste la reprise des travaux de la 69, un coup d'arrêt aux énergies renouvelables ou encore la suppression des zones à faible émission sans proposition d'alternative. D'après l'ONG, si ces reculs ont souvent été initiés par l'extrême droite ou la droite républicaine, le bloc central en a soutenu plusieurs ou a été trop divisé pour les contrer. L'absentéisme des députés a également joué un rôle clé dans l'adoption de certaines mesures régressives. Pour qualifier ce recul, les médias utilisent le terme backlash pour parler d'une grande vague anti-écologique. En anglais, backlash signifie un contre-coup, un retour de bâton. Ce concept, venant des États-Unis, fut d'abord utilisé pour évoquer le recul des droits des femmes dans les années 80. Aujourd'hui, malgré que la protection de l'environnement soit une des premières préoccupations des Français, les politiques environnementales ont du mal à passer. Taxe carbone, zones à faible émission, développement des énergies renouvelables ou encore régulation agricole. Pour autant, les citoyens français ont-ils vraiment renoncé à la transition écologique? N'est-ce pas plutôt un renoncement de la part des décideurs politiques? Depuis une dizaine d'années, il y a un processus qui fait que maintenant l'écologie est rentrée dans la culture commune et qu'on se rend compte qu'elle suppose des clivages. C'est devenu un vrai sujet politique au bon sens du terme et un objet de débat, et fatalement une mise en cause d'intérêts divergents, a expliqué le rédacteur en chef de Reporter, Hervé Kampf à France Inter. Lobby, pression économique ou encore intérêt politique, pourquoi y a-t-il un si grand décalage entre les discours pleins d'urgence de la part des scientifiques et les actions des décideurs politiques? Pour ce dézoom, le coprésident du Haut Conseil breton pour le climat, Vincent Dubreuil, a répondu à nos questions. Les allées et venues qu'on a depuis un an ou deux sur MaPrimeRénov', c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Le stop and go aussi sur les aides pour les politiques liées au vélo, les aides pour les politiques de transport en commun. Donc il y a beaucoup de collectivités qui sont assez peu en colère sur la façon dont l'État les accompagnait jusqu'à maintenant et les accompagne moins aujourd'hui. Pour rappel, en octobre 2021, 4 ONG assignèrent l'État français, ce qui mena à une condamnation historique. L'État français doit réparer les conséquences de son inaction climatique. Je nous pose une question, est-ce que l'affaire du siècle aura un volume 2? Le décalage principal que je vois, c'est le décalage entre le discours et les actes. Et y compris sur les textes de loi. On a souvent des textes de loi qui sont pas forcément mauvais, mais qui tardent à être passés en décret d'application. Et sur l'application, parfois, on a un décalage qui peut être important. Les scientifiques le répètent. Le climat change vite, la biodiversité s'effondre et il faut agir vite. C'est-à-dire que pendant longtemps, à l'exception du GIEC au niveau international, il n'y avait pas d'instance où les scientifiques étaient regroupés ou pouvaient formuler des avis. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Au niveau national, par exemple, le Haut Conseil pour le climat, qui chaque année, à la demande du gouvernement, fait un rapport sur la politique climatique française. Et c'est le cas au niveau dans les régions aussi. Donc par exemple en Bretagne avec le Haut Conseil breton pour le climat. Donc tout ça, c'est des créations assez récentes qui montrent que, en tout cas, il y a une préoccupation de la part du politique ou de la puissance publique pour intégrer et normaliser, ou en tout cas encadrer la manière dont les scientifiques peuvent formuler des avis utiles pour les politiques publiques. Donc, à mon avis, ce sur quoi on a fait un progrès sur les 10 ou 15 dernières années, c'est le fait qu'il y a ces instances, c'est le fait qu'il y a des rapports, c'est le fait qu'ils soient publics, et que du coup, ils participent à alimenter le débat public. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît extrêmement important. En France, l'Agence de la transition écologique tire le même constat. Elle appelle à une transformation massive et rapide, moins de voitures thermiques, moins de béton, plus de rénovation énergétique. Elle prévient, attendre coûtera plus cher économiquement, socialement et écologiquement. Et il y a aussi énormément de scientifiques qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui sont présents aujourd'hui dans les médias, qui participent à des débats menés par le monde associatif. Donc les scientifiques, ils sont présents, je pense qu'ils sont même peut-être plus présents qu'ils ne l'étaient par le passé, parce qu'il y a une prise de conscience aussi du monde scientifique qu'il fallait un petit peu sortir des labos et aller porter un petit peu ce message de la science. Même constat dans un rapport de juin de la Banque de France. La Cour rappelle qu'un statu quo des politiques menées face au dérèglement climatique
conduira à une perte de 11,4 points de croissance du PIB pour la France d'ici à 2050. Bref, du côté de la science, mais pas que, le message est clair, il faut agir vite et fort. Même s'il reste encore 20-30% de climato-sceptiques en France, je pense que globalement, la culture scientifique, elle a plutôt progressé. Euh, Après, on n'est pas encore à un niveau de formation qui est suffisant. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on a la connaissance qu'elle débouche forcément sur une action publique efficace. Après la Convention citoyenne pour le climat, le gouvernement a présenté la loi climat et résilience adoptée en 2021. Sur le papier, elle reprend une partie des propositions des citoyens. Limiter la publicité pour les énergies fossiles, mieux encadrer le bétonnage, accélérer la rénovation énergétique et intégrer le climat dans les politiques locales. Mais pour de nombreux scientifiques et ONG, c'est trop timide. Beaucoup de mesures ont été affaiblies, modifiées ou encore abandonnées. Comme le résumait la climatologue Valérie Masson-Delmotte, les ambitions affichées sont grandes mais les moyens restent trop faibles. Oui, je pense qu'il faut d'abord maintenir l'effort de formation, donc l'effort de formation du plus grand nombre. Et la formation, ça passe pas forcément par les réseaux sociaux, ou en tout cas, ça passerait peut-être euh, par une maîtrise, un contrôle un peu plus fort de certains contenus qui ne sont pas des contenus scientifiques. La formation aussi, ça concerne les élus. Donc là, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place aussi au niveau de l'État, au niveau des régions, des collectivités. Mais on peut pas se former sur le changement climatique, sur les questions d'écologie en 1 heure ou 2. Ça suppose vraiment à la fois un temps dédié qui soit significatif et puis une forme de récurrence ou de permanence dans le temps, parce qu'on sait que si on parle des élus, les mandats sont limités et on sait qu'ils ont plein de choses à faire. Mais il est vraiment nécessaire de trouver ce temps. On a eu un exemple qui était intéressant au niveau national, qui était la Convention citoyenne sur le climat, qui était vraiment une façon intéressante de regrouper les gens, de leur donner un niveau de formation, de connaissance, un temps d'appropriation. Bon, ce qui en est sorti est par certains égards assez décevant, mais je pense que c'est le genre d'initiative qui est intéressante si derrière on donne effectivement les moyens pour que ça se traduise par des décisions concrètes. Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, déclarait en conférence de presse le 16 septembre dernier « Le statu quo n'est pas une option, il est vital de répondre à l'urgence écologique ». Le décalage entre les constats scientifiques et les décisions politiques se retrouve ailleurs, comme par exemple dans le dossier des pesticides. En 2018, la France avait interdit les néonicotinoïdes, accusés de détruire les abeilles et les pollinisateurs. Une décision saluée à l'époque comme une victoire environnementale. Mais en 2025, une proposition de loi portée par le sénateur Laurent Duplomb a rouvert la porte à certains de ces produits proches de ces pesticides. D'ailleurs, une pétition a rassemblé plus d'1 million de signatures et le Conseil constitutionnel a fini par censurer une partie de ce texte en août 2025. Cet épisode montre parfaitement les tensions à l'œuvre, d'un côté l'urgence scientifique et de l'autre les pressions économiques et politiques. Les gouvernements doivent composer avec des lobbies puissants, agriculture, industrie chimique, transport, qui craignent de perdre en compétitivité et voir leurs coûts exploser. D'ailleurs, des lobbies tellement puissants que du côté des énergies fossiles, ils étaient 1770 à avoir obtenu une accréditation pour la COP29 à Bakou. Donc la France, c'est plutôt un pays qui émet moins par rapport aux autres pays européens. Ça, c'est lié en bonne partie au fait que notre mix énergétique et notamment la production d'électricité est sur base d'énergie non fossile, notamment le nucléaire. Donc c'est ce qui fait une bonne partie du différentiel de la France par rapport aux autres pays européens. Mais voilà, donc on est sur des trajectoires qui sont à peu près similaires. Et encore une fois, c'est l'objectif commun de l'Union européenne. Je le rappelle, hein, neutralité carbone 2050 et baisser les émissions de 55% d'ici 2030. On a une marge de progression très importante aujourd'hui et ça va pas suffisamment vite sur la rénovation thermique des bâtiments, ce qu'on appelle les passoires thermiques, hein, c'est-à-dire le fait qu'il faut consommer beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie fossile pour chauffer les bâtiments. Et là, sur la rénovation énergétique des bâtiments, on a un petit peu décroché et on le voit ces derniers temps avec les désengagements des aides de l'État sur ma prime rénov, etc., qui sont là clairement pas des bons indicateurs. Sur la Bretagne, par exemple, on a un gros problème de qualité des eaux. Les eaux de rivière, les eaux de surface, les eaux de baignade également pour un certain nombre de secteurs.
Voilà, on sait qu'en grande partie, c'est le modèle intensif breton qui est le modèle agricole qui est en cause, notamment sur tout ce qui est pollution, nitrates, pesticides, etc. La France est un grand pays, à la fois par sa surface et par sa population. Et donc, quand on le compare aux pays équivalents, les différences sont pas si importantes que ça. Alors évidemment, quand on va comparer à des plus petits pays, Danemark, etc., on va pouvoir avoir des écarts qui sont importants. Voilà, mais il faut du coup comparer un petit peu ce qui est comparable. Il y a des points sur lesquels la France a progressé ces dernières années, mais pas aussi vite que d'autres pays voisins. C'est par exemple sur les énergies renouvelables, sur l'éolien, notamment sur l'éolien offshore. Alors, les 3 ou 4 parcs offshore que la France possède, ils ont ouvert il y a un an ou deux. Alors que dans beaucoup d'autres pays, notamment en Europe du Nord ou même en Angleterre, hein, beaucoup de parcs offshore avaient été ouverts beaucoup plus tôt. Concernant la France, les instances européennes sont elles aussi inquiètes. Selon la Commission européenne, la France a un déficit d'investissement de 21,1 milliards d'euros. Et oui, si l'État français veut atteindre les objectifs environnementaux fixés par la législation européenne, elle doit investir 63,8 milliards d'euros et non 42,7 milliards d'euros par an. À l'échelle mondiale, tous les pays n'avancent pas à la même vitesse. Certains, comme les États-Unis sous Donald Trump, reculent. Par exemple en se retirant de l'accord de Paris en 2020 puis en 2025. Un coup dur pour la coopération internationale. Et si la deuxième puissance mondiale, parmi les plus polluantes, se retire, pourquoi les autres feraient-ils des efforts ? Face à cet immobilisme pour certains et un recul pour d'autres, la société civile, elle, s'est mobilisée comme jamais. Depuis une dizaine d'années, l'écologie est devenue une cause centrale pour les jeunes. Les 15-30 ans se disent de plus en plus concernés et ils agissent. Les marches pour le climat ont rassemblé des millions de personnes, notamment la marche du siècle en 2019. Aussi, plus de 2 millions de signatures ont été recueillies pour l'affaire du siècle. D'autres collectifs, comme Extinction Rebellion ou encore Alternativa, ont choisi la désobéissance civile non violente. Des actions parfois contestées, mais qui ont remis le changement climatique au centre du débat public. Mais pour beaucoup d'ONG, c'est loin d'être suffisant. Comme le résume un militant d'Alternativa, on nous parle d'ambition, mais on nous sert des miettes. Aujourd'hui encore, le fossé est immense entre les alertes des scientifiques, les mobilisations citoyennes et les actions du gouvernement. Sans parler de la montée en puissance d'un discours climato-sceptique partout dans le monde, notamment aux États-Unis. Selon le rédacteur en chef de Reporter, derrière le backlash, il y a deux phénomènes. D'une part, il y a les capitalistes qui se sont rendus compte que la question de la transformation écologique entraînait une remise en cause sérieuse du système productiviste et du profit. Et par ailleurs, l'extrême droite essaye de faire de la question écologique une question quasiment identitaire. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé aux États-Unis avec Donald Trump, avec un discours climato-sceptique que l'on voit maintenant débarquer en Europe. Et là aussi, là où ça pêche, c'est que si on est capable de définir une belle trajectoire, on n'est pas aujourd'hui en capacité de mettre les moyens à la hauteur de ce qu'il faut faire pour s'adapter. Donc là encore, ce décalage entre une idée qui est vraiment très bonne, sur laquelle on est même plutôt en avance, notre incapacité à mettre les moyens à la hauteur sur une trajectoire comme ça, c'est vraiment problématique. Alors que 160 scientifiques de 23 pays différents parlent dans le rapport Global Tipping Point, publié le 13 octobre, d'une nouvelle réalité, d'un point de bascule ou encore de risques catastrophiques pour des milliards de personnes, comment l'État français va intégrer la transition écologique, le changement climatique en ces temps de grande instabilité politique. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, réagissait sur Blue Sky au discours de politique générale du Premier ministre ce 14 octobre dernier. Sébastien Lecornu a réussi à faire pire que François Bayrou en ne mentionnant pas une seule fois ni la crise climatique ni l'effondrement de la biodiversité. Alors vous vous rappelez la question que j'ai posée en début de vidéo ? L'État français doit réparer les conséquences de son inaction climatique. Est-ce que l'affaire du siècle aura un volume 2 ? Eh bien, tout commence à se profiler pour. D'ailleurs, en juin 2025, Oxfam, notre affaire à tous, Greenpeace et 14 sinistrés ont déposé au Conseil d'État un recours en excès de pouvoir pour obliger le gouvernement à renforcer ses politiques environnementales. Les réponses de l'État sont trop faibles, trop lentes, trop injustes, ajoutent les requérants dans une lettre ouverte destinée au Premier ministre et au Président de la République dans les Échos. C'est bien d'abandon qu'il s'agit, dénonce-t-il. Ce que nous demandons est simple et juste, que l'État assume son rôle fondamental de protection.